Bonjour Stéphane, bonjour Cédric et bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Manao. Je suis Claire Scoton, la directrice stratégie et digitale de la direction People et Transformation. Bonjour Claire, bonjour Stéphane, bonjour Manao, je suis Cédric Testu, directeur juridique groupe d'Orange. Bonjour Claire, bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live que nous allons dédier et consacrer à la préparation des élections au conseil d'administration qui auront lieu dans quelques jours. À partir du 16 novembre, ça va être un exercice pour nous de réponse à des questions qui nous ont été posées par les organisations syndicales et, je l'espère en tout cas, une contribution à notre démocratie d'entreprise. En effet Stéphane, et nous sommes en direct du siège social d'Orange. Et pour tous ceux qui nous regardent, vous êtes invités à envoyer vos commentaires sur Manao ou à utiliser le hashtag AskStéphane. Alors Stéphane, pour ce Manao Morning Live, tu as convié des invités de choix. Donc on a demandé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives qui vont représenter des élections, des candidats à ces élections de la mi-novembre, de nous adresser une question par voie de vidéo. Donc on va écouter ces différentes vidéos. J'essaierai d'apporter des éléments d'explication. On va aussi parler entre nous, là dans un sens peut-être plus pédagogique, pour vous toutes et tous vous expliquer un peu comment fonctionne ce conseil, que font les salariés qui sont élus et qui ont un droit de vote et un droit de parole, d'ailleurs ils usent tout à fait largement. Donc ça, c'est un but à la fois un peu pédagogique, mais en même temps de faire vivre un peu ce débat à travers les différentes questions qui nous ont été envoyées par les responsables des grandes organisations syndicales représentatives de l'entreprise. Et on va le faire par ordre de représentativité, je crois. Tout à fait. Alors c'est un moment important de la vie de l'entreprise, parce que le mandat des 3 représentants élus par le personnel au conseil arrive à échéance bientôt. Mais plus largement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important pour toi de faire vivre la démocratie d'entreprise au sein du groupe? Alors, la démocratie d'entreprise, c'est une notion évidemment qui est en elle-même sujette à débat, parce que l'entreprise n'est pas une organisation politique où donc, il y a des règles de débat. Bien entendu, dire que c'est une démocratie au sens où il y a une sorte d'équilibre des pouvoirs comme c'est organisé dans un système politique, je pense que c'est peut-être ça peut prêter à la discussion, on y reviendra sûrement. Voilà, cela dit, oui, pour moi c'est très important que la voix des salariés puisse s'exprimer dans la gouvernance de l'entreprise, et ça passe par le conseil d'administration. Vous savez, on a 3 élus par le personnel qui siègent au conseil d'administration. Ils sont dotés exactement des mêmes pouvoirs que tous les autres administrateurs. Et je pense que c'est important pour l'entreprise, par rapport à son histoire, bien entendu, mais aussi par rapport à sa cohésion sociale, à ce pacte social dont je suis le garant dans mes fonctions aujourd'hui, et qui, pour Orange, peut-être plus que pour n'importe quelle entreprise, est un élément absolument essentiel. Donc, moi j'y tiens beaucoup. Alors, c'est vrai qu'en tant que président du Conseil, il me revient aussi de faire vivre cette diversité, cette démocratie d'entreprise, et notamment ce collège des salariés qui siègent au Conseil. Et oui, c'est une chose importante. Et d'ailleurs, ça m'amène aussi à vous dire à toutes et à tous que c'est important de participer aux élections. Alors, moi, je ne suis pas ici, bien évidemment, pour défendre telle ou telle organisation. En revanche, le message que je veux vous faire passer, c'est aller voter, parce que c'est comme cela aussi que vous pourrez avoir des représentants dans notre conseil qui portent véritablement votre voix et qui pèsent dans le débat, comme ils le font depuis longtemps, en tout cas depuis que je suis en poste, c'est toujours ce que j'ai constaté à travers les différentes personnalités qui se sont succédées. Merci Stéphane. Alors je te propose de découvrir dès maintenant la première question, et je précise que chaque organisation syndicale disposait du même temps de parole, à savoir 2 minutes au total, et que ces vidéos étaient tournées avant le live de ce matin.
Donc elles seront diffusées, comme tu l'indiquais, dans l'ordre de représentativité syndicale. Et donc pour commencer, je te propose de découvrir la vidéo de la CFE-CGC Orange et de Sébastien Crozier, son président. Bonjour, je suis Sébastien Crozier, président de la CFE-CGC Orange et actuellement membre du conseil d'administration représentant les personnels du groupe. Je conduis pour cette élection une liste commune avec la CFTC soutenue par l'ADEAS et Orange Ensemble. Même si les débats au conseil d'administration peuvent paraître mystérieux et loin des préoccupations de chacun, en réalité, ce qui s'y décide impacte notre avenir commun. Choisir une politique d'investissement pour organiser la croissance de demain, pour générer les emplois nécessaires, n'est pas de la même nature que de poursuivre une politique financière basée sur une logique de rentabilité à court terme permettant de générer des dividendes. Il est nécessaire de sortir des activités traditionnelles qui sont régulées et soumises à une concurrence qui dégrade notre chiffre d'affaires et nos marges. Il est donc important que chacun d'entre vous vote à cette élection pour le projet qui lui semble porteur du meilleur avenir pour notre entreprise et pour chacun d'entre nous. Monsieur Stéphane Richard, quel est votre plan d'action pour faire d'Orange non seulement un opérateur d'infrastructure, mais aussi un opérateur de services numériques nécessaire pour la France et qui permettrait en outre de mieux rentabiliser notre réseau? Oui, en effet, Orange est d'abord un opérateur d'infrastructure, c'est son cœur de métier, c'est ce que nos clients, nos différentes parties prenantes attendent d'abord de nous. Et il faut rappeler ici que l'essentiel des investissements de l'entreprise, depuis 10 ans en tout cas, ont été consacrés au déploiement et au renouvellement de nos réseaux fixes et mobiles. Ça nous permet aujourd'hui d'être, depuis 10 ans, classé meilleur réseau mobile en France. Ça nous permet d'avoir, comme vous le savez, une très forte avance dans le déploiement de la fibre. La fibre en France, c'est une réalité aujourd'hui pour plus de 60% des foyers français grâce à Orange. Nous avons investi au total depuis 10 ans plus de 13 milliards d'euros dans ces programmes. Donc, je rappelle cela parce que c'est quand même très important de dire que d'abord, l'essentiel des ressources de l'entreprise, des moyens de l'entreprise, il doit être consacré à cette mission, ce cœur de mission qui est de déployer les réseaux fixes et mobiles qui apportent le très haut débit, dont la société, le monde, l'économie, on l'a vu pendant le confinement l'année dernière, a tant besoin. Maintenant, il est vrai aussi que depuis 2015, nous avons fixé un cap stratégique dans le plan essentiel 2020 qui a été repris dans le plan 2025 et qui consiste à transformer Orange, je dirais progressivement, dans un opérateur qui développe également un certain nombre de métiers autour des services digitaux. C'est ce qu'on appelle l'opérateur multiservice, l'infrastructure et les services. En fait, cette stratégie, elle se développe dans deux directions, dans deux dimensions. D'abord sur le marché entreprise, où OBS accomplit un peu à marche forcée une transformation stratégique assez profonde en enrichissant progressivement le contenu de ses activités de services, des services digitaux, avec un accent particulier sur la cybersécurité, sur le cloud, sur les métiers de la data. Et je rappelle ici qu'en 2021, c'est presque la moitié en fait, du chiffre d'affaires d'OBS qui sera réalisé dans ces activités de services, alors qu'il y a quelques années, OBS était un pur opérateur télécom, un opérateur de connectivité. Donc il y a beaucoup de croissance organique et aussi un peu inorganique, donc avec des acquisitions qui sont faites dans la partie entreprise pour aller vers ce modèle du multiservice. Deuxième axe, c'est le grand public. Sur le grand public, il y a un métier qu'on a choisi, un métier nouveau, qui correspond exactement à cette définition, c'est-à-dire un service digital qui présente
une forme d'adhérence stratégique avec notre métier télécom, qui nous permet aussi de appuyer sur notre réseau, donc sur nos moyens physiques et humains. Ce métier, c'est la banque. Donc, on a lancé Orange Bank en 2015. Nous avons franchi un cap important cette année en négociant la sortie de notre partenaire de départ, Groupama, qui a été nous apporter plus grand-chose et poser au contraire un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, on a les coudées franches, on est seul à bord d'Orange Bank. On a décidé de faire une recapitalisation importante de 230 millions d'euros pour donner un peu de la visibilité aussi à ce projet. Je dirais, pour moi, c'est le projet phare de cette stratégie du multiservice, c'est la banque. La banque, les services financiers, l'assurance, le crédit à la consommation, tout ça, ça va évidemment s'enrichir. Il y a d'autres domaines qu'on a commencé à explorer, notamment autour de la maison protégée, la maison connectée. Il faut reconnaître que c'est un peu décevant pour l'instant. Il faut dire aussi que le confinement avec la fermeture des boutiques ne nous a pas tellement aidé non plus à pousser cette stratégie de multiservice. Il faudra sans doute la relancer. Peut-être faut-il aussi explorer d'autres domaines. Je pense à l'univers de la santé, de l'accompagnement des personnes âgées dans leur domicile. Donc il y a encore beaucoup à faire. Voilà, je pense qu'on peut dire en quelques mots sur cette stratégie du multiservice, qui a été un cap important fixé pour Orange il y a quelques années, et dans lequel je pense qu'il faut se donner du temps. Prends l'exemple de la banque. La banque, c'est vraiment un projet sur 10 ans. Et donc, il faut se donner du temps, il faut consacrer des moyens, et il faut aussi que les différentes parties de l'entreprise travaillent vraiment en synergie étroite pour obtenir un résultat et pour réussir, notamment dans cette partie. Merci Stéphane. Donc tu l'as rappelé tout à l'heure, les salariés sont invités à voter du 16 au 18 novembre prochain pour renouveler le mandat, pour renouveler les représentants élus par le personnel au conseil d'administration. Mais Cédric, le conseil d'administration, ça sert à quoi ? Alors, le rôle principal et je dirais majeur du conseil, c'est de déterminer les orientations stratégiques de l'activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre par la direction générale. Concrètement, pour donner des exemples de sujets et de dossiers sur lesquels le Conseil est amené à délibérer, on peut citer l'attribution des fréquences, je pense notamment à la 5G en France, la revue et l'approbation des comptes, des résultats financiers, les grandes opérations de fusion-acquisition, et puis également la rémunération des dirigeants. Merci Cédric, c'est plus clair. Je vous propose maintenant d'écouter Chloé Mercier, candidate non-cadre CFDT au conseil d'administration. Bonjour les Manoïtes, je m'appelle Chloé et j'interviens au nom de la CFDT. C'est un réel plaisir pour moi d'échanger aujourd'hui avec vous. Avec mes 5 collègues, Nadia, Régine, Christophe, Marc et Vincent, nous sommes les candidats CFDT pour vous représenter au conseil d'administration du groupe Orange. Dans moins d'un mois, vous serez appelés à choisir vos représentants. Nous, CFDT, portons 6 idées importantes. Agir pour une codétermination à la française. Agir sur la stratégie d'évolution d'Orange. Agir pour accompagner les salariés dans la transformation de l'entreprise. Agir pour un nouveau contrat économique, environnemental et social. Agir pour des emplois de qualité et agir pour un plus juste partage de la valeur créée. Souvent, les organisations syndicales parlent d'elles et oublient qu'il faut parler de nous, les salariés, qui faisons et construisons le groupe Orange au quotidien, quel que soit notre métier, notre entité ou notre filiale. Pour la CFDT, ce qui est important, c'est le capital humain. C'est lui qui fait la richesse de l'entreprise et la richesse du groupe. Pour nous, CFDT, au travers du conseil d'administration, notre ambition est de rééquilibrer le capital financier et le capital humain. Il est fondamental que nous mettions en valeur vos talents et qu'on vous accompagne dans vos évolutions professionnelles. À bientôt. Bonjour Monsieur le Président. La CFDT porte la thématique « Agir pour des emplois de qualité ». Je vous pose la question suivante. Est-ce que vous prenez l'engagement d'inverser la tendance et de créer des emplois au sein du groupe Orange en France ? La question de l'emploi, on peut la voir de 2 façons. On peut la voir
de façon qualitative. D'ailleurs, c'est la thématique de votre organisation, les emplois de qualité. Puis on peut l'avoir de façon purement quantitative. Combien d'emplois? Est-ce que l'entreprise crée des emplois? Elle crée des emplois, mais est-ce que le bilan entre les créations et les suppressions est un bilan positif? Est-ce que les effectifs augmentent? Ça, c'est vraiment la version quantitative. Et pour résumer ma réponse, ce que je crois, c'est que autant il est possible, je dirais légitime, et presque un devoir d'aller vers une amélioration de la qualité des emplois, autant je pense que se concentrer sur la gestion quantitative de l'emploi en France, dans notre cas à nous, dans notre industrie à nous, et je vais essayer d'expliquer ça, conduit à une impasse. Je commence d'abord par la question qualitative parce qu'elle est fondamentale. On sait tous que beaucoup de métiers vont évoluer dans les 10, 20 ans qui viennent, sous l'effet de la digitalisation de l'économie, l'arrivée d'un certain nombre de technologies autour de la data, de l'intelligence artificielle, qui vont modifier les attentes de nos clients, les produits et les services qu'on leur propose, mais aussi notre façon à nous de travailler. Donc il y a cette évolution profonde des compétences qu'il faut préparer dans l'entreprise, aussi par beaucoup de formations. On a prévu dans le plan 2025 1,5 milliard d'euros à consacrer à l'ensemble de la formation des personnels d'Orange. Et donc on voit bien que ce qui est l'enjeu, c'est de répondre aux besoins du futur, mais aussi de proposer à nos salariés progressivement des emplois plus riches en qualité. Il y a une très bonne illustration de ça qui est l'intelligence artificielle ou les robots. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est pas une technologie qui va substituer la machine à l'homme. C'est une technologie qui doit permettre d'améliorer la qualité de l'emploi et des métiers que font les hommes et les femmes du groupe. Ensuite, il y a l'aspect quantitatif. Il faut être clair là-dessus. Le secteur des télécoms, depuis 20 ans, n'a pas créé d'emplois, il en a au contraire détruit. En tout cas, il a réduit partout dans le monde et de façon continue ses effectifs. Pourquoi ça s'est passé comme ça? D'abord parce que c'était un secteur où il y avait des monopoles publics, il y a 20 ans ou 25 ans, qu'ils ont été ouverts à la concurrence, et donc on a vu, à travers des modèles régulés, de nouveaux acteurs arriver, beaucoup plus légers, beaucoup plus agiles, beaucoup moins lourds, je dirais, en termes de structure et aussi, bien sûr, d'effectifs, qui ont créé donc une concurrence très difficile pour les opérateurs qui étaient déjà en place, ceux qu'on appelle les opérateurs historiques. Et puis, je dirais surtout, parce que les technologies que nous déployons, les réseaux fixes, mobiles, ont permis de faire des gains de productivité gigantesques, et du coup, de proposer toujours plus de qualité dans nos services, d'accompagner l'explosion des usages en ayant finalement moins d'emplois directement. Il y a aussi, bien sûr, je ne l'ignore pas, la question du choix entre la sous-traitance et ce qui est fait en propre, qui est bien sûr toujours un sujet à débat. Mais quand on regarde globalement notre industrie, on voit que il y a partout dans le monde eu des réductions d'effectifs très fortes des opérateurs historiques, des opérateurs. En Europe, je prends juste un exemple pour l'illustrer, c'est Telefonica, nos amis et voisins espagnols. Telefonica, il y a 20 ans, était autour de 65 000 salariés, ils sont moins de 20 000 aujourd'hui. Donc je pourrais en gros donner le même type de chiffre, ou en tout cas de courbe, pour l'ensemble des opérateurs. Donc je pense qu'il est irréaliste de penser que, et c'est pas un problème de direction contre les organisations syndicales, hein, c'est juste un principe de réalité, il est irréaliste de penser que Orange va créer en net des emplois en France dans les années qui viennent, parce que simplement les conditions de son activité, le cadre concurrentiel, l'évolution des prix, la régulation et les technologies que nous déployons ne nous le permettent pas. Merci Stéphane. Cédric, depuis le début du live, nous parlons des administrateurs élus par le personnel. Est-ce que tu peux nous préciser quel est leur rôle au sein du conseil d'administration? Alors, oui, effectivement. En fait, les administrateurs représentant les personnels ont le même rôle que tous les administrateurs. Ils participent à l'ensemble des décisions. Stéphane, tu le rappelais tout à l'heure, même parfois activement. Et ils ont une voix lorsque des décisions, chacun a sa voix lorsqu'une décision doit être prise.
C'est-à-dire que leur voix compte autant que celle des autres administrateurs? Exactement, chaque voix a le même poids. D'accord. Et d'ailleurs, comment sont prises les décisions au sein du Conseil? Alors, les décisions au sein du Conseil sont prises à la majorité des voix de ses membres. C'est-à-dire que une décision est prise, elle est collégiale, elle est soumise au vote, et une fois que la décision est collectée de l'ensemble des membres présents du conseil d'administration, elle est collégiale, c'est-à-dire qu'elle emporte la décision du conseil comme un organe formant un tout, et donc indépendamment du vote de chacun. D'accord. Et concrètement, Stéphane, est-ce que les administrateurs élus par le personnel s'expriment autant que les autres? Ah oui. Oui, il s'exprime, ça de ce côté-là. Oui, il s'exprime beaucoup. Il s'exprime beaucoup. Je dirais que c'est vraiment une des composantes importantes et les plus actives, les plus énergiques de notre conseil d'administration. Ils s'expriment tous. Je dirais sur tous les sujets qui sont posés sur la table du conseil, que ce soit la marche, je dirais, courante de l'entreprise ou bien sûr les projets. Donc je pense que de ce côté-là, il faudra leur poser la question à eux. Hein. Ce qu'on fait d'ailleurs, parce que tous les ans on fait aussi une évaluation du conseil, on interroge tous les membres du conseil, y compris les salariés, sur leur ressenti de la façon dont le conseil se passe, la façon dont je le préside aussi, hein, parce que c'est ma responsabilité. Donc voilà, moi mon constat sur toutes ces années, c'est qu'on a une représentation des salariés qui est très active, très impliquée, très engagée. On a des administrateurs salariés qui prennent ce rôle très au sérieux, qui travaillent, qui préparent les séances. Voilà, c'est pas pour ici décerner des compliments aux uns et aux autres, mais je trouve qu'on a une représentation de très bon niveau, qualitatif, et qui apporte vraiment un plus à nos travaux, parce que voilà, vous savez, autour de la table du conseil, il y a les représentants de l'État, il y a des indépendants, et puis il y a ce collège des salariés, 3 plus celui qui représente les salariés actionnaires également. Ça fait un équilibre un peu des uns et des autres. Et en tout cas, je pense, c'est mon sentiment profond, ça apporte vraiment une dimension capitale dans nos échanges et ça concourt je dirais, au niveau de qualité des discussions qui ont lieu autour de la table du conseil. D'accord, donc ces élections ont un réel enjeu pour le groupe. Oui, bien sûr, elles ont un enjeu important pour le groupe et pour le fonctionnement du conseil. Et bon, il y a les programmes des organisations, il y a aussi les personnalités, bien sûr, hein, mais en tout cas, bon, ce que je peux dire, moi, c'est que sur les maintenant 11 années de pratique que j'ai de ce conseil, la représentation des salariés au conseil, c'est vraiment une chose très importante pour nous, qui façonne un peu la vie de nos conseils. C'est particulier à Orange d'ailleurs, hein, parce que toutes les entreprises ne connaissent pas ça, en tout cas pas à ce niveau-là. C'est pour moi une force de l'entreprise parce que les salariés sont bien présents dans ces débats, ils s'expriment toujours. Voilà, parfois ils sont en support, en soutien, parfois ils sont critiques aussi, bien entendu. Mais en tout cas, ça fonctionne vraiment. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ça fonctionne de façon très très efficace. Entendu. Je vous propose maintenant d'écouter Samira Gouja, qui est donc déléguée syndicale centrale de la CGT FAPT. Bonjour, je suis Samira Gouja, je m'occupe d'animer l'activité Orange à la CGT FAPT. À partir du 16 novembre, tous les salariés du groupe vont élire leurs représentants au conseil d'administration d'Orange. Le conseil d'administration a un rôle décisionnel. Il vote les grands projets qui ont notamment un impact sur les salariés du groupe. Grâce à la confiance des salariés, la CGT est présente au CA depuis le début. Les élus CGT ont pour objectif de défendre les intérêts des salariés. La CGT défend une réelle politique industrielle favorisant l'emploi, une amélioration des conditions de travail et le développement humain durable. Bonjour Monsieur le Président Directeur Général. Dans le mode de gouvernance actuel du CA, c'est la voix des actionnaires qui prédomine. Cela se traduit par une gestion purement financière de l'entreprise.
Le plan stratégique Engage 2025 accentue encore cette tendance, où emploi et salaires sont sacrifiés sur l'autel des dividendes. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de prendre en compte la voix des salariés, seuls créateurs des richesses de l'entreprise ? Bon, il y a beaucoup de choses dans cette question qui, évidemment, m'interpellent. Donc moi, je vais donner mon point de vue comme on m'y invite. D'abord, dire que dans la gouvernance d'Orange, seul compte la voix des actionnaires n'est pas tout à fait juste, puisque on est réunis ici ce matin justement pour les élections des salariés dans le Conseil. C'est 3 voix sur 15 membres en tout, plus la voix des salariés actionnaires. Donc ça fait 4 membres du Conseil sur 15 qui participent à nos travaux avec un droit de vote. Donc on ne peut pas dire que la voix des salariés ne compte pas, que seule la voix des actionnaires est entendue. J'ajoute à ça qu'il y a 2 représentants supplémentaires qui siègent à toutes les réunions du Conseil. C'est le représentant du comité de groupe Monde. Ça, c'est un usage que j'ai mis en place il y a quelques années au sein du Conseil. Et puis il y a également le représentant du CSEC qui siège sur l'ensemble de nos travaux. Donc vous voyez, ça fait quand même une représentation très substantielle, très significative à l'intérieur de la gouvernance. Et une fois de plus, la voix des salariés, on l'entend. Ça, je peux vous l'assurer, et j'en suis le garant. Elle s'exprime de façon très, très, très large, je dirais, à toute l'essence du Conseil. Ensuite, il y a ce débat sur une gestion financière, une politique financière versus une politique industrielle, qui serait en particulier le contenu du plan 2025. Alors, le plan 2025, faut le rappeler, il commence d'abord par afficher 2 grandes priorités qui sont des priorités sociétales, et donc pas liées à notre activité économique. C'est notre contribution à la lutte contre le changement climatique, avec l'objectif d'être décarboné en 2040, et puis c'est notre contribution au combat pour l'inclusion. Là, je ne vois pas en quoi ces priorités 2025 seraient particulièrement financières. Elles ne sont pas financières, elles ne sont même pas d'ailleurs liées vraiment à nos activités. Pour le reste, le plan 2025, il est organisé autour de quelques priorités, notamment la poursuite du déploiement des infrastructures de très haut débit, la fin du programme de la fibre, l'arrivée de la 5G, la mutation aussi de la partie entreprise vers les services digitaux, le cloud, la cybersécurité, le développement en Afrique. Donc c'est un plan industriel, c'est pas un plan financier. La finance, c'est la résultante de tout ça en fait. La finance, c'est les comptes de l'entreprise, c'est ce qui permet à tout un chacun, et notamment d'ailleurs à ses actionnaires, mais pas uniquement, aux salariés aussi, de mesurer si l'entreprise fonctionne, si les choix qu'elle a faits sont les bons, et si ses résultats sont au rendez-vous. Nos salariés, je crois, sont sensibles aussi, bien sûr, aux résultats qu'on publie. Ils regardent si l'entreprise est en bénéfice, est en perte. Une entreprise en perte, ou qui a un chiffre d'affaires qui baisse, ou des profits qui baissent, ça inquiète aussi les salariés. À juste titre d'ailleurs, parce qu'on voit bien que une entreprise qui ne fonctionne pas, bah, au bout d'un moment, c'est son existence même qui est en cause. Donc cette exigence du résultat financier et de la performance, elle est consubstantielle au modèle de l'entreprise. L'entreprise, c'est fait pour produire des biens et des services avec des salariés, qui effectivement, là vous avez raison, sont la principale source de création de richesse. Dire que c'est la seule, je crois qu'il y a un débat, parce qu'un salarié sans capital, bah, c'est un homme ou une femme avec son talent, ses compétences, mais qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de ressources. Donc une entreprise, c'est bien la conjonction, la combinaison de ces 2 facteurs. Le facteur travail, bien entendu, qui est capital, mais aussi le facteur capital, donc les ressources financières, qui sont apportées par les actionnaires. Voilà, c'est comme ça que je dirais cet ensemble fonctionne. Donc il y a le facteur travail, il y a le facteur capital. Le facteur capital est apporté par les actionnaires. Et ensuite, la question, c'est de rémunérer, de rétribuer aussi les actionnaires, y compris d'ailleurs les salariés actionnaires, ou l'État, qui est notre principal actionnaire, à l'entreprise. Et ça se fait sous forme de dividendes. Bon, c'est un sujet, le dividende, qui nous occasionne des débats tous les ans en conseil. Peut-être pas le temps de développer ça, ce sera pour une autre fois. Mais le dividende est simplement la rémunération de l'actionnaire qui apporte son épargne, quand c'est un individu, ou
ou son capital si c'est un État ou des fonds, et qui est donc rémunéré, comme je dirais, dans n'importe quelle autre activité quand on apporte des moyens ou on attend une rémunération. Merci Stéphane. Claire, alors pour en venir à ces élections, comment s'organisent-elles? Tous les salariés Orange peuvent-ils voter? Alors, ces élections concernent les salariés d'Orange SA et de ses filiales en France. Et si vous êtes concerné, vous avez reçu d'ailleurs un courrier fin septembre avec vos identifiants de connexion, parce que ce sera un vote électronique. Merci Claire. Je vous propose de passer à la vidéo suivante, donc avec Philippe Chary, représentant FOCOM. Bonjour, je m'appelle Philippe Chary et je suis candidat sur la liste FOCOM pour vous représenter au conseil d'administration. J'y ai déjà siégé comme représentant des salariés actionnaires. Aujourd'hui, je suis membre du Comité économique et social européen, au sein duquel je m'occupe des dossiers concernant le numérique, l'énergie et les transports. Depuis toujours, FOCOM défend notre entreprise contre les injustices fiscales, réglementaires, contre une régulation biaisée qui favorise bien sûr nos concurrents au détriment de toute logique industrielle. Nous portons cette exigence haut et fort auprès des autorités nationales et européennes. Mais notre responsabilité est avant tout de vous défendre. Notre secteur, le numérique, tiré par les évolutions technologiques, exige des transformations permanentes. Cela déstabilise et met en difficulté un certain nombre d'entre vous. C'est pourquoi nous sommes là pour vous accompagner et vous soutenir. Chacun d'entre vous doit être traité avec bienveillance afin de trouver sa juste place et se sentir utile et valorisé. Nous sommes très investis dans les négociations, ce qui a permis d'aboutir à de nombreux accords concernant le télétravail, le TPS, l'intéressement, la participation, l'abondement pour le PEG et le PERCO et bien d'autres choses encore. L'entreprise a traversé la crise Covid sans dommage, a obtenu d'excellents résultats et ce, grâce à vos efforts. Malgré cela, les augmentations de salaire décidées par l'entreprise sont très insuffisantes, bien en dessous de l'inflation et ne reconnaissent pas votre investissement. Cela ne peut plus continuer ainsi. En donnant plus de poids à FOCOM lors de ces élections, vous agirez pour une meilleure reconnaissance de votre engagement, pour le développement et la pérennité de notre entreprise. Monsieur le Président, vous le savez, FOCOM est engagé depuis de nombreuses années pour la défense de l'entreprise contre les attaques dont elle fait l'objet de toutes parts. Les dernières polémiques autour de la boucle locale cuivre montrent l'état d'esprit actuel des pouvoirs publics et que la menace est toujours là. Comment voyez-vous l'avenir d'Orange dans ce contexte réglementaire défavorable? Alors c'est vrai que qu'on parle du régulateur, ou plus généralement du monde politique, autorité nationale, collectivité locale, le niveau des attentes, le niveau des exigences vis-à-vis d'Orange est très élevé. Pour ce qui concerne la régulation, l'origine de tout ça, bien sûr, c'est l'ouverture du secteur à la concurrence. Il y avait un monopole public qui était France Télécom. On ouvre ce secteur à la concurrence. Bien entendu, ça suppose qu'il y ait un régulateur qui a été à l'époque mis en place. Ce régulateur, il s'est construit dans, je dirais, la pression exercée par plein de moyens sur l'opérateur historique pour qu'il fasse de la place aux autres. Donc c'est tout ce qui touche à la gestion du réseau fixe, ce qu'on appelle le dégroupage, donc un accès régulé au réseau historique et à la propriété de l'entreprise, qui est notre propriété, chèrement payée quand même, parce que, je le dis au passage, on nous dit souvent, vous avez hérité de ce réseau cuivre qui vous procure une rente, pas du tout. Ce réseau cuivre, il a été d'abord construit par l'entreprise, bien sûr, mais il a surtout été vendu aux actionnaires aujourd'hui de l'entreprise au moment où il y a eu la privatisation, et notamment l'introduction en bourse en 1997. Donc c'est un actif qui a été payé par les propriétaires d'aujourd'hui d'Orange. Donc l'accès à ce réseau cuivre, il est régulé et c'est normal qu'il le soit, bien entendu. Il y a beaucoup de choses qui sont régulées. Ce système est quand même un peu construit dans l'idée qu'il faut faire de la place aux autres et il faut faire attention à ce que l'ancien monopole ne se reconstitue pas et ne soit jamais en position dominante sur tel ou tel marché, ou sinon ça supposerait qu'il y ait des mesures, comme on dit, asymétriques, c'est-à-dire qui ne concernent que l'opérateur historique qui soit pris. C'est un petit peu le cadre de la régulation qu'on connaît depuis 20 ans. Alors, vous avez raison, il faut se battre sur beaucoup de sujets. C'est une de mes activités, moi, une de mes priorités, qui est de porter la voix et de défendre les intérêts de l'entreprise face aux régulateurs, en France, mais pas que en France d'ailleurs, parce que
c'est le cas un peu partout. Et d'ailleurs, pour le faire, j'ai souvent besoin de l'appui aussi des salariés et de leurs organisations représentatives. Donc, c'est un message que je passe également. Moi, c'est vrai que quand on a des vrais combats, hein, par exemple ce qui s'est passé sur le marché entreprise, et les décisions qui ont été prises par le régulateur qui ont mis l'entreprise vraiment en difficulté, ses salariés en difficulté, ses clients en difficulté, à cause de décisions du régulateur, eh bien, c'est important que, je dirais, et la direction et les organisations qui le souhaitent puissent réunir leur voix pour dénoncer ce type de situation. Malheureusement, ça nous arrive. Comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir? Alors, d'un certain point de vue, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le réseau fixe, le cuivre, on sait bien qu'il va disparaître dans quelques années, il va être remplacé par la fibre. D'ailleurs, la gestion de ce décommissionnement du cuivre va être un gros sujet important dans les relations entre Orange et le régulateur. Mais dans le nouveau cadre, ça devrait être plus simple pour nous, parce que on ne sera plus en situation d'avoir un monopole à réseau unique, il y aura beaucoup de réseaux fibres, on sera un parmi d'autres, gros sans doute, mais il n'y aura pas cette régulation asymétrique, comme on dit, c'est-à-dire qui ne concerne que nous, qui sera mis en place sur la fibre. Ça, c'est quand même un grand progrès qui devrait nous faciliter un petit peu la vie. Après, il reste un dernier point, c'est que la connectivité aujourd'hui, c'est tellement important, on l'a vu avec les confinements de l'année dernière, que le niveau d'attente, d'exigence des consommateurs, des utilisateurs et des pouvoirs publics sur les opérateurs d'infrastructure, et nous sommes le principal, et de loin, ben, il est de plus en plus élevé. Voilà. Et donc la fibre, ça va pas assez vite, la boucle locale cuivre, on n'investit pas assez, et donc il peut y avoir des problèmes ou des défauts ça et là. Donc ce niveau d'impatience-là, je crois que malheureusement, on n'y peut rien, il faut l'accepter. Il faut respecter nos engagements, il faut être à la hauteur de l'audition. Mais de temps en temps, il faut aussi inviter chacun à un peu de discernement dans le regard qu'il porte par rapport à Orange. Orange est l'entreprise engagée, qui fait tout ce qu'elle doit faire, mais qui a forcément des limites aussi dans ses moyens financiers et humains. Et ça, il faut aussi qu'on soit nombreux à le dire. Merci Stéphane. Donc on a parlé du conseil d'administration, de son rôle, du rôle des représentants salariés. Du 16 au 18 novembre, quand les salariés vont commencer à voter, Claire, pour qui vont-ils voter? Alors, chaque salarié va voter pour un représentant, cadre ou non cadre. Et comme les cadres sont majoritaires aujourd'hui chez Orange, il y aura 2 représentants des cadres élus par le personnel et un représentant des non-cadres. Et est-ce que c'est comme pour beaucoup d'autres élections, nos collègues qui nous regardent ce matin, sont-ils appelés à voter pour une liste? Absolument. Ils sont effectivement appelés à voter pour une liste présentée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Merci Claire. Et donc je comprends que les listes seront affichées dès cet après-midi. Absolument. Dès cet après-midi, donc vous pourrez consulter les listes sur les panneaux d'affichage dans vos locaux ou sur intranet ou encore sur le site de vote. Tout ceci va vous être rappelé par mail dans la journée. Et donc seront également consultables les professions de foi des différentes organisations. Merci Claire. Et donc on regarde maintenant Loïc Cariou, délégué syndical central Sud, et Malika Djellali, délégué syndical Sud. Loïc Cariou, délégué syndical central de Sud. On est dans une situation qui se dégrade en termes environnementaux, social et démocratiques. On assiste à une explosion des inégalités, avec un pouvoir de plus en plus arrogant et autoritaire qui nous opprime. Pourtant, on le voit bien parfois sur nos lieux de travail, comme dans la société, lorsqu'il y a du collectif, qu'on est capable de se mobiliser ensemble, nous savons être des freins à la politique antisociale de nos employeurs, du patronat et du gouvernement. La solidarité, ça paie. Le S de Sud, c'est solidaire. C'est parce que les salariés sur le terrain voient ce qui déconne, nous porte préjudice, nous empêche de travailler dans de bonnes conditions, qu'ils disent ça ne peut plus durer, qu'ils en ont marre du mal travail, des injustices, en particulier salariales, que Sud est à leur côté. Le patronat aimerait laisser croire que les syndicats ne servent plus à rien, sinon à coopérer avec lui, être constructif, responsable, mais non. Votons pour faire entendre une autre voix dans l'instance du pouvoir qu'est le conseil d'administration, la voix des salariés, des filiales comme de la maison mère, employés, maîtrises, cadres, qui veulent que ça change. Président, Malika Djellali du Bureau fédéral de Sud.
L'asymétrie de moyens est considérable dans l'entreprise entre la direction et les organisations syndicales pour communiquer vers les salariés. Cela s'est particulièrement vu pendant la crise sanitaire. L'entreprise dispose de ses bataillons de direction de la communication qui nous inondent de dizaines de mails par mois et de multiples supports de communication, quand les syndicats sont limités à des inscriptions volontaires sur des listes de diffusion d'informations syndicales. Cet exercice Manao est une nouvelle preuve de cette asymétrie. La direction se donnant le beau rôle dans le jeu de questions-réponses avec le PDG qui aura le dernier mot. Comment comptez-vous corriger cette inégalité de moyens de communication vers les salariés entre organisations syndicales et direction pour mettre en place une réelle démocratie d'entreprise? Bon, il y a deux types de réponses à l'interpellation qui m'est faite ici. Non pas à moi personnellement, mais disons à la direction de l'entreprise. Il y a, je dirais, une réponse classique, un peu technocratique, qui consiste à vous dire ce qui est la pure vérité, hein, que Orange respecte strictement les règles, donne à ses organisations syndicales tous les mandats, les moyens en temps qui sont prévus par la loi à l'ensemble de ces syndicats. Je me permets de dire même d'ailleurs que, parce que je crois que c'est vrai, Orange donne assez nettement plus que la moyenne des entreprises, et plutôt une entreprise qui n'a jamais lésiné, je dirais, sur les moyens, les facilités de toutes sortes données à ces syndicats et aux organisations syndicales pour pouvoir exercer correctement leur activité. Depuis que je suis en poste, en tout cas, je me suis efforcé d'être plutôt un acteur de cette démocratie d'entreprise que vous appelez de vos voeux, en entretenant d'abord un dialogue social, en voyant de façon très régulière toutes les organisations syndicales, ensemble et séparément, et c'est ainsi que je conçois aussi mon rôle. Et on ne peut pas dire, en tout cas aujourd'hui, que nous sommes chez Orange en défaut par rapport à la question de la dotation des organisations syndicales, que ce soit en moyens humains, en temps de mandat, etc., et aussi en ressources. Ceci étant dit, et c'est la deuxième partie de ma réponse, je crois que le point que vous soulevez est assez juste, en fait. C'est vrai qu'il y a un certain déséquilibre et que, je dirais, l'entreprise a des moyens de communication internes, directement vers les salariés, qui sont plus importants et qui sont utilisés de façon plus systématique aussi que les organisations syndicales. Je ne peux pas vous donner tort là-dessus, c'est vrai. Chacun peut le constater. Il y a des circonstances dans lesquelles je pense que c'est utile. Vous évoquez le confinement. Je crois que c'était important au moment où le lien physique s'est rompu quand même avec des dizaines de milliers de salariés, qu'on ait pu, grâce à des messages vidéo et à un effort particulier de communication interne, entretenir cette relation avec l'ensemble de nos salariés. Donc je pense que dans cette circonstance-là, c'était quand même plutôt une chose positive. Après, oui, vous avez peut-être raison, il y a peut-être un peu trop en volume hein, de communication qui est adressée par les différentes strates de la direction de l'entreprise à ses salariés. Il y a des communications qui sont utiles pour la vie des salariés, pour leurs droits. Tiens, par exemple, tout ce qui concerne ces élections au conseil d'administration. Il y en a d'autres qui le sont moins. Et je pense que ça serait bien que on fasse aussi notre propre examen de conscience et qu'on regarde aussi comment on peut peut-être réduire un petit peu ce volume d'informations qui est diffusé vers nos salariés. C'est vrai que nos salariés, je crois, les hommes et les femmes d'Orange, ils sont aussi toujours en attente d'informations sur l'entreprise, sur ses projets, sur ses résultats, sur je dirais, la vie à l'intérieur de l'entreprise. C'est aussi pour répondre un peu à ce besoin, à ces attentes, qu'il y a eu peut-être une progression en termes de quantité, en tout cas, des flux d'informations qui sont dirigés vers nos salariés. Puis il y a tout le monde extérieur, parce que certes, il y a la communication interne, mais il y a aussi toute la communication adjacente, celle des médias, qui aussi parle beaucoup d'Orange. Tout ça peut donner le sentiment d'une grosse masse d'informations, à côté de laquelle la voix des syndicats est un peu limitée. Dernier point, moi j'invite toutes les organisations syndicales qui le souhaitent à peut-être réfléchir à améliorer aussi en termes de qualité, en utilisant notamment les outils digitaux,
la façon dont elles peuvent s'adresser aux salariés. Et je crois que chez nous, chez vous aussi, dans l'entreprise, chez Orange, au niveau des services RH, on est tout à fait prêt à accompagner les organisations syndicales qui le souhaitent pour voir comment elles peuvent moderniser aussi leurs moyens de s'adresser à l'ensemble des salariés. Merci Stéphane, merci Pierre, merci à vous tous qui nous avez écoutés ce matin. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire et nous y répondrons avec plaisir. Merci Stéphane, merci Cédric. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis ce matin. J'espère que ce moment entre nous vous a apporté des informations, des éléments de réflexion. Il s'est voulu pédagogique, évidemment totalement neutre, je dirais, en termes de choix. C'est à vous qu'il revient de faire le choix de la plateforme, de la liste, de la personnalité qui vous convient le mieux, qui correspond le mieux à vos idées. Je veux simplement terminer peut-être ce moment de partage entre nous en renouvelant mon invitation à aller voter, parce que je crois que c'est le plus important. La démocratie d'entreprise, elle vit d'abord par la participation des uns et des autres à ces moments d'élection qui sont importants. Et donc, voilà, je terminerai par là. Je vous invite à vous saisir de ce droit de vote qui vous est donné. En plus, c'est simple, je crois, maintenant, vraiment pour l'exercer, et de venir voter le plus nombreux possible à ces élections. Et merci de votre attention.